Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de ce journal, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, demande la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens toujours détenus au Mali. Une libération exigée pour ces militaires accusés par Bamako d'être des mercenaires. Une affaire qui, depuis le mois de juillet, a fortement tendu les relations ivoiro-maliennes. Le gouvernement camerounais réaffirme son engagement en faveur de l'insertion sociale des réfugiés présents sur le territoire. Il s'agit principalement de victimes de la violence de Boko Haram au Nigeria et de la crise centrafricaine. Madagascar en proie à l'insécurité alimentaire. Plus d'1 million de personnes se trouvent actuellement en situation d'insécurité alimentaire aiguë dans le sud du pays. On ouvre ce journal par le procès du massacre perpétré en 2009 au stade du 28 septembre en Guinée-Conakry. Ce procès historique s'ouvre ce mercredi 28 septembre, plusieurs fois reporté. Il est très attendu par les victimes et leurs familles qui demandent justice depuis 13 ans maintenant. Le 28 septembre 2009, les forces guinéennes de défense et de sécurité des militaires attaquaient les opposants au régime militaire rassemblés dans le plus grand stade de la capitale. Au moins 156 personnes ont été tuées et 109 femmes violées et des milliers de blessés. L'ancien président de l'époque, Moussa Dadis Camara, désormais prisonnier, va comparaître. L'ancien chef de la junte a été arrêté et envoyé à la prison centrale ce mardi, ainsi que 5 autres co-accusés. Ils doivent être jugés pour les exactions commises le 28 septembre 2009. Il faisait face devant la Cour pénale internationale à des accusations de subornation de témoins. Alors, lors du procès à la Cour pénale internationale de l'actuel vice-président William Ruto pour crimes contre l'humanité lors des violences électorales de 2007 au Kenya, Paul Gicheru est décédé dans la banlieue de Nairobi. La mort survenue lundi de cet avocat kényan a été confirmée ce mardi par la police qui annonce l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les circonstances et les causes de ce décès qui reste pour l'heure flou. La disparition de Paul Gicheru intervient alors que le procès engagé contre lui à La Haye arrivé à son terme avec les délibérations qui devaient prochainement être prononcées par les juges de la CPI. L'ONU appelle à la libération immédiate des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali. Ils ont été arrêtés en juillet dernier par les autorités maliennes qui les accusent d'être des mercenaires. Dans un communiqué, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprime sa vive préoccupation face à leur maintien en détention. Samantha Saberou-Saboubanga. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la libération des 46 soldats ivoiriens détenus depuis le 10 juillet 2022 au Mali. L'information émane d'une note publiée le 26 septembre sur le site officiel des Nations Unies. L'ONU exprime sa vive préoccupation face au maintien en détention des militaires ivoiriens à Bamako. La situation des 46 soldats militaires détenus à Bamako aujourd'hui devient une situation délétère et intenable pour les deux pays. Alors lorsque les deux pays qui sont liés par l'histoire et la géographie arrivent à cette situation, il faut savoir raison garder. Et avec l'appel de l'ONU, je pense que les autorités maliennes doivent saisir la balle au bond et trouver la meilleure formule pour libérer les 46 soldats ivoiriens. Cet appel des Nations Unies intervient 72 heures après le discours du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maïga, à la 77e Assemblée générale des Nations Unies, rappelant à son secrétaire général Antonio Guterres que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas de ses attributions. Aujourd'hui, il faut évoluer. Et évoluer, c'est souvent reconnaître que nous pouvons, avec les erreurs des autres, se comprendre entre pays frères, s'accepter et se donner la main. Parce que aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, il n'est pas exclu que l'ONU, qui va soutenir la CEDEAO dans ses actions, puisse employer la manière forte pour libérer les soldats ivoiriens. Et cela sera vraiment dommage pour la sous-région. Alors je pense qu'aujourd'hui, la sagesse doit commander les actions des deux pays frères. Parce qu'au-delà de tout ce qui les divise, ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise.
Pour Antonio Guterres, les soldats ivoiriens n'étaient pas des mercenaires, mais plutôt un renfort aux opérations de maintien de la paix et à la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, pour faciliter cette libération ainsi que le rétablissement de la confiance et la promotion du bon voisinage entre les deux pays. Une délégation de la CEDEAO conduite par les présidents Macky Sall, Faure Gnassingbé et Nana Akufo-Addo est attendue à Bamako cette semaine. Le Cameroun accueille ces dernières années des centaines de milliers de réfugiés, majoritairement centrafricains et nigérians, des déplacés qui ont fui les violences qui continuent d'être perpétrées dans leur pays, des attaques qui rythment le quotidien, notamment au nord du Nigeria, pays voisin du Cameroun. Au Cameroun, où le gouvernement affirme être engagé en faveur de l'insertion sociale de ces réfugiés. Joël Ballot. Principale terre d'accueil des déplacés en Afrique centrale, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Le Cameroun accueille à ce jour plus de 500 000 réfugiés venus de la Centrafrique et du Tchad. S'exprimant sur les défis posés par l'accueil d'un grand nombre de réfugiés, le ministre camerounais des Affaires étrangères, le jeune Bella Mbella, a déclaré à la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU que son pays a une responsabilité historique, celle d'agir en faveur des déplacés en leur apportant l'appui nécessaire à leur réinsertion. Fidèle à sa tradition séculaire de tolérance et d'hospitalité, le Cameroun a toujours été une terre d'accueil, de transit et de brassage de peuples. En raison de sa stabilité, il représente pour de nombreuses populations en quête de paix un refuge assuré. Au rang mondial des pays terre d'accueil des réfugiés, le Cameroun occupe la 19e place. C'est dire toute l'implication du gouvernement dans la prise en charge des déplacés. En référence à l'accord de paix signé en 2019, le Cameroun réaffirme son engagement à favoriser le retour et la réinstallation volontaire des réfugiés dans leur pays d'origine. Mon pays a abrité en avril dernier la conférence régionale ministérielle sur les solutions dans le cadre des déplacés forcés liés à la crise centrafricaine. Cette conférence a été sanctionnée par la déclaration de Yaoundé, qui propose des solutions communes et inclusives en faveur des déplacés forcés centrafricains. Le phénomène migratoire étant très lié au terrorisme, le Cameroun, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, entend mutualiser les efforts en faveur des stratégies de lutte contre ce fléau. Cette mutualisation vise à combattre réellement la menace terroriste sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et à renforcer les capacités des États souverains qui en sont victimes. C'est l'un des premiers produits d'exportation du Cameroun. Il s'agit du grume de bois dont l'exportation sera prochainement interdite dans la sous-région à partir du 1er janvier 2023. Une décision prise par les États membres de la CEMAC, parmi lesquels le Cameroun, qui se prépare à l'entrée en vigueur de cette mesure. Roberto Bogbe. Une augmentation de 114% des quantités de bois prélevées dans les concessions forestières camerounaises à l'horizon 2030. C'est l'effet que devrait induire l'interdiction des exportations de bois de grume dans l'espace communautaire CEMAC dont fait partie le Cameroun. Pour le ministre de la Forêt et de la Faune de ce pays d'environ 22,5 millions d'hectares de forêt, ces prélèvements sont projetés à 15 millions de mètres cubes par an contre 7 millions actuellement. Cette augmentation, qui correspond à plus de 100%, devrait également conduire au doublement de la contribution de la filière bois au PIB. Cette décision qui touche le secteur forestier, troisième contributeur à l'économie nationale en termes de PIB, va certes améliorer le tissu industriel camerounais et l'offre en emploi, mais va également engendrer les premières années un certain nombre d'impacts négatifs sur certaines taxes forestières relatives aux grumes. Globalement, les pertes annuelles pourront se chiffrer au départ à 13 milliards de francs CFA pour les sorties de grumes. Mais progressivement, la taxe d'abattage et toutes les autres taxes liées à la transformation du bois vont augmenter.
Par effet d'entraînement, le nombre d'emplois de la filière bois, qui est actuellement de 40 000, devrait passer à au moins 100 000, en raison notamment du dynamisme de la transformation locale, selon les prévisions relevées par le ministre Jules Dorendongo. Le Cameroun ambitionne de passer de 75% actuellement à 100% de grumes traitées dans la première transformation et d'augmenter de 50% le niveau d'activité dans les deuxième et troisième transformations. Au Gabon voisin, la mesure, plus avancée, porte déjà ses fruits. Le Gabon a déjà démontré des très bons exemples. Si on prend par exemple au niveau, quand le Gabon a arrêté l'exportation du bois, le bois qui n'est pas transformé. On a vu déjà un avantage pour le Gabon par rapport aux chiffres de production de meubles et les recettes qui en découlent dans les dernières années. On a vu que cette transformation du marché du bois envers une valeur ajoutée additionnelle qui est liée directement à la protection de la ressource. Initialement annoncé pour le 1er janvier 2022, l'entrée en vigueur de l'interdiction des exportations de bois de grumes dans la zone CEMAC avait ensuite été différée d'1 an. Selon la commission de la CEMAC, il était question de se donner une période de transition de 12 mois pour permettre aux États de la communauté de maturer les projets de transformation locale du bois et de mettre en place des mesures incitatives visant à encourager les forestiers à investir dans les deuxième et troisième transformations. Dans l'actualité également, la Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial de cacao, table sur une traçabilité totale de son principal produit d'exportation dès la campagne de commercialisation 2023-2024. L'un des objectifs consiste à répondre aux exigences internationales. Cheikh Omar Kamara. Le cacao issu des aires protégées de la Côte d'Ivoire risque d'être interdit dans l'espace de l'Union européenne (UE) lors des prochaines campagnes de commercialisation qui s'ouvrent dès octobre. L'UE a entériné de nouvelles dispositions pour réduire la déforestation et la dégradation des forêts à l'échelle mondiale. Les pays de l'Union, de ce fait, devront veiller à ce que les produits qu'ils consomment ne conduisent pas à épuiser les réserves forestières de la planète. Et donc déjà, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, le Conseil Café-Cacao a indiqué avoir identifié 993 000 producteurs avec plus de 2,3 millions de parcelles de café de cacao qui ont été géolocalisées. Donc déjà, la géolocalisation de ces parcelles-là, on va dire, viendra renforcer un peu la qualité ou la qualité de la traçabilité de la production au niveau du café-cacao. Ce qui permettra à la production ivoirienne, on va dire, d'être conforme aux nouvelles orientations, aux nouvelles règles de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao avec 2 millions de tonnes de fèves, devra s'adapter à cette norme de l'Union européenne qui contraint le pays et les chocolatiers à la traçabilité. Le pays exporte 70% de sa production vers l'UE. La Côte d'Ivoire a une production de cacao provenant des forêts classées, des parcs et réserves estimées à 30% de la production nationale, soit plus de 500 000 tonnes de fèves. Les principaux challenges ou les principaux enjeux de cette nouvelle campagne de commercialisation se focaliseront principalement sur le coût adressé aux producteurs. Donc déjà, on annonce un prix qui va être relativement supérieur au coût fixé par la campagne passée. Et c'est ce qui, pour moi, c'est là-bas que va résider le grand challenge. Le cacao ivoirien représente 40% de l'offre mondiale. La filière constitue la première culture de rente de la Côte d'Ivoire et représente 40% des recettes d'exportation nationale. Elle contribue également pour 20% du PIB et mobilise près de 2 millions de producteurs. Le sud de Madagascar est frappé par une sécheresse aux conséquences désastreuses sur le plan alimentaire. Cette situation n'est pas nouvelle car cela fait des décennies que cette partie du pays fait face aux famines qui précipitent des populations entières dans une malnutrition aiguë. Les enfants sont les premières victimes. Alors face à l'urgence, quelle est la réponse des autorités? Le point dans ce sujet de Séverin Douqueux. Madagascar veut s'inspirer des modèles camerounais et sénégalais en matière de gestion des filières agropastorales pour
trouver la solution à la crise alimentaire qui menace le pays depuis quelques années. Dans un contexte dominé par la baisse de la production due notamment au changement climatique, le pays compte tirer profit de sa participation à l'atelier international sur le conseil agropastoral à Yaoundé, au Cameroun, du 26 au 29 septembre 2022 pour améliorer la capacité de production de petits fermiers à l'effet de les sortir de la pauvreté. Selon les Nations Unies, Madagascar est le premier pays confronté à une détresse alimentaire liée au réchauffement climatique. Plus de 70% de ménages malgaches manquent de nourriture à un moment donné de l'année. Le manque de conseils aux exploitations constitue un facteur de pauvreté vraiment. Et faire sortir les paysans de cette pauvreté, il faut qu'il y ait des actions fortes sur le développement des conseils agricoles. Et nous, on est venus ici pour voir comment les gens au Cameroun font, comment les gens au Sénégal font pour avoir des résultats concrets en termes de conseils agricoles. Il est question pour Madagascar, à travers sa participation à cet atelier, via FIFATA et Cap Malagasy, des organismes locaux en charge de l'amélioration de la compétitivité d'environ 30 000 exploitations familiales agropastorales, de confronter leur compréhension du conseil agropastoral à celle du Cameroun et du Sénégal, tout en partageant leur expérience afin d'améliorer la résilience malgache face à la crise alimentaire. Selon le programme alimentaire mondial, plus de 500 000 enfants de moins de 5 ans dans le grand sud de Madagascar vont probablement souffrir de malnutrition aiguë courant 2022. Parmi eux, plus de 110 000 souffrent de malnutrition aiguë sévère et ont besoin d'une action urgente. Chaque année, on est frappé des cyclones, des événements climatiques extrêmes. Et cette année-là, ça a été très fort qui nous a obligés de trouver des moyens qui permettent vraiment au pays d'être résilient pour la changement climatique. Donc, c'est de donner des services, de développer des services et développer des fonds aussi, augmenter les fonds qui permettent au pays d'aider chaque ménage à avoir une capacité d'absorption, de résilience. La crise de la faim qui sévit depuis plus d'1 an dans le sud de Madagascar pourrait s'aggraver dans les mois à venir selon le programme alimentaire mondial. Pour les autorités malgaches, la coopération régionale dans le secteur agropastoral pourrait permettre de renforcer les mécanismes et stratégies à l'effet de contrer l'insécurité alimentaire en perspective. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.